Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast dédié à l'IA et l'IA générative. Je reçois aujourd'hui Hichem Boafoura, CTO de la branche Digital et énergie de Schneider Electric. Hello Hichem. Salut Anis. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas parler de solutions d'IA au sein de vos solutions pour vos clients, mais on va parler de l'utilisation de l'IA au sein des processus d'entreprise de Schneider Electric. Donc en préparant le podcast ensemble, on a identifié un certain nombre de thématiques qu'on va aborder, puisque l'idée, c'est un petit peu de réellement mettre des usages concrets, de voilà, vulgariser l'utilisation de l'IA et de montrer en quoi il y a de réels bénéfices. Alors, le premier sujet qu'on a identifié ensemble et qui n'est pas des moindres, c'est celui du service client. Comment, au sein de Schneider, qu'est-ce qu'on appelle le service client d'abord pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle particulièrement et comment vous utilisez l'IA dans ce processus? Alors complètement, aujourd'hui, on interagit avec nos clients, il y a des interactions multiples. Quand on pense au service client, il y a bien sûr le centre d'appel. On a un problème avec un produit, et on a une question sur un logiciel, une question commerciale. On appelle un centre de support. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des gens sur le terrain, des agents qui font du service, qui interviennent quotidiennement chez nos clients. On a aussi des documentations en ligne. Donc voilà, le monde du support aux clients est assez vaste. On a des services à distance aussi. Et en fait, on s'est rendu compte, paradoxalement, avec tous les progrès qu'on pouvait faire aujourd'hui en termes de digitalisation, on a beaucoup de sollicitations qui peuvent être faites au téléphone. On a encore beaucoup de rapports de production d'écrits qui sont faits justement en écrivant des rapports, des comptes rendus À la mano. à la main complètement. Et puis en se disant comment en fait on peut tirer parti de tous ces points de contact avec les clients. J'oubliais une condition quand même importante parce que qui dit IA dit données et le plus, je dirais, rassemblé possible. Et ça exige qu'on ait une entreprise qui soit le plus alignée possible en termes de processus, en termes de partage de données. Ça ne marche pas vraiment si on est une entreprise avec une trentaine de sous-entités, de silos qui fonctionnent différemment. Il faut vraiment penser l'architecture de données qu'elle permette de faire ces analyses à grande échelle. Voilà. Mais pour revenir sur la question du support... On va y revenir Ouais, sur ce point ouais. parce que l'IA, effectivement, suppose, Mmh. quand on veut automatiser un certain nombre d'activités, de tâches, que le système d'information, ce qu'on appelle le système d'information, et la gestion, la structuration des données soit la plus propre possible. Exactement. Mais on Ouais. reviendra sur ce sujet-là. Avec une bonne qualité de données, mais on y reviendra. Donc sur la question du support, pour donner un exemple très concret, c'est dire comment on passe de... je donne un exemple concret, je suis un technicien qui va faire du service à distance, j'ai un client et il a eu 25 problématiques sur l'année avec des alarmes qui sont déclenchées de plusieurs systèmes. Voilà. Traditionnellement, on aurait passé du temps à les décortiquer avec une personne qui allait dire, voilà, là, il y a eu tous ces tickets, tous ces problèmes, toutes ces alarmes. Voilà les recommandations que je peux faire. L'IA permet en quelques clics d'aller dire, en fait, les 10 alarmes correspondent à un problème et ce problème a telle solution dans nos FAQ, dans nos guides, modes d'emploi, procédures, etc. Donc, on arrive à produire un rapport en disant, cher client, vous avez 3 problématiques principales et voilà la recommandation qu'on peut vous formuler. Et la source de cette recommandation, c'est nos manuels utilisateurs à telle et telle page. Donc vraiment amener de la confiance en plus sur la recommandation. Ouais, ce qui est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, je peux passer plusieurs heures Mm. à collecter ces différentes alarmes, les analyser, voir s'il y a des points communs entre ces différents problèmes, et ensuite aller rechercher éventuellement dans la bonne recommandation, et aller chercher la bonne source de recommandation, écrire son mail, envoyer le mail directement au client. Et tout ça est fait humainement, alors ça permet de gagner de l'expertise et de la connaissance. Néanmoins, c'est un travail qui, effectivement, fondamentalement, dans l'absolu, peut totalement être fait par une machine, avec, tu parlais de confiance tout à l'heure, avec un bon indice de confiance, un très bon niveau de confiance sur la recommandation qui est faite. Oui, et on peut peut-être, j'imagine peut-être les réactions des auditeurs du podcast se dire,
oui, mais alors on automatise des tâches qui étaient faites par des employés, etc. Mais en fait, il faut bien garder en tête que les personnes qui produisaient les rapports sont des experts très qualifiés, avec des domaines d'expertise assez avancés. Et il y a le choix à un moment de se dire, est-ce qu'ils utilisent cette expertise à produire des rapports pendant 8 heures, ou est-ce qu'ils utilisent quelques clics pour amener le rapport et développer leurs connaissances métiers, interagir avec le client, amener encore plus de valeur et de proximité, ce qu'ils aiment faire quand même en premier. Donc c'est une question de mettre le curseur et la valeur au bon endroit, et l'utilisation des bonnes compétences, hein. Je pense que tu touches un point très très important, je pense, aujourd'hui dans justement ce pivot qu'on est en train de vivre et l'utilisation de l'IA, c'est vraiment cette notion de trouver le bon curseur et de comprendre que, en fait, finalement, l'IA reste un levier, un outil qui permet de se dégager d'un certain nombre de tâches répétitives, d'analyses qui peuvent être fastidieuses, qui n'apportent pas forcément une valeur au départ, mais plutôt de donner la visibilité d'un état de fait et d'une solution, et passer beaucoup plus de temps à échanger avec son client. Et donc, quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est au contraire reconnecter, dans de nombreux cas, euh, l'effort de l'individu avec son client, ses partenaires internes et autres. Et donc, quelque part, remettre de l'humain. Et quand on dit ça, c'est pas simplement une fausse promesse, c'est une réalité. C'est qu'il y a des tâches, on n'a pas envie de les faire. Oui, Voilà, complètement. on n'a Enfin, pas envie de les faire. pas envie, je pense que voilà, quand on est Et expert dans un domaine électrique et passer, ou un autre domaine, hein, passer une journée à produire un rapport, décortiquer à la main des alarmes, etc., c'est pas de la tâche à forte valeur ajoutée. Et encore une fois, si on était dans une situation où on avait peut-être des métiers dédiés à la production de ce rapport et des experts à côté, on pourrait se poser cette question-là. Mais ouais, voilà. c'est marrant parce que si tu fais le parallèle avec d'autres métiers, comme par exemple dans le domaine comptable et autres, voilà, quand on fait de la saisie de facture, quelque part, voilà, bon, on fait de la saisie de facture, il y a pas de. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le conseil Hmm. qu'on va apporter. On l'évoquait dans les podcasts précédents, quand on parlait de la gestion de bâtiments ou encore dans le domaine des data centers. Le vrai sujet, la vraie question et ce qu'attendent la plupart des clients, en tout cas moi c'est ce que j'attends quand je discute avec justement des partenaires ou des fournisseurs, c'est surtout ce conseil Hmm. face à différentes situations qui peuvent être relatives. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Et le fait d'avoir finalement des recommandations issues sur des données factuelles, en quelques clics, on va plutôt parler des différentes solutions qu'on va mettre en place définitivement, et du coup de prendre le temps d'échanger ensemble, plutôt que de dire bah, attendez, j'ai pas le temps, je vais d'abord aller travailler le rapport et je vais vous accorder 10 minutes sur l'échange. Là, on inverse complètement la dimension et en tout cas les interactions. Ok, donc ça c'était le premier sujet cas très concret. Deuxième sujet, Schneider installe beaucoup d'objets, de ces produits, de ces solutions logicielles partout dans le monde. Donc on imagine des centaines de milliers, voire des millions d'objets partout. Et donc là c'est pareil, un travail fastidieux de comprendre comment réagissent ces différents produits. On a on a abordé ce sujet-là de maintenance, de compréhension de comment les objets se comportent. On a parlé de maintenance prédictive. Voilà. Comment vous utilisez l'IA sur ce qu'on appelle la base installée des produits et solutions Schneider? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de l'intelligence artificielle, l'IA générative, donc des domaines relativement récents. Mais les automatismes ont plus de 40 ans, hein, aujourd'hui, les automatismes industriels, 40 voire 50 ans. Donc il y a une base installée finalement de produits dans les industries, dans les sites de nos clients, qui est très importante, vieillissante, et sur laquelle nos clients ont des attentes très concrètes de conseils. Là encore, de dire, exemple, hein, j'ai des produits qui ont peut-être 20 ans, d'autres qui en ont 5. Qu'est-ce que je dois faire? Quel budget je dois mettre sur ma maintenance l'année prochaine? Sachant que les budgets sont contraints dans pas mal d'entreprises, quel est le bon niveau de budget à prévoir sur l'année ou les 3 prochaines années sur l'ensemble de mes sites? Ça, c'est des questions très concrètes. Et de l'autre côté, on a des vendeurs qui, s'ils n'ont pas les bonnes données, peuvent échanger peut-être sur des sujets qui ne sont pas pertinents. Donc on a mis au point des solutions d'analyse du parc, de la base installée, en utilisant toutes les interactions qu'on peut avoir. Donc les appels au centre de clients, les visites qu'on peut faire sur site, les expéditions qu'on fait à nos clients, hein, par la supply chain.
En mettant toutes ces données à un même endroit, on peut aller identifier pour un client donné, voilà les top 3 actions à réaliser sous tel délai. Sinon, voilà le risque qu'il peut y avoir sur les opérations du client. Et en amenant ça aux clients et aux vendeurs, on leur permet d'avoir un échange constructif sur les vraies problématiques. On fait perdre moins de temps aux vendeurs sur des opportunités qui sont pas utiles. Et c'est peut-être on le perd de vue, mais aussi on fait gagner du temps à des clients qui n'auront pas des sollicitations commerciales, je dirais, qui ne seront pas pertinentes pour lui. Donc vraiment, voilà, utiliser encore de la donnée qui vient tout simplement des données qu'on a à disposition pour aller faire les meilleurs conseils de maintenance ou de remplacement de la base installée. Alors, ce sujet, on l'avait déjà évoqué il y a quelques années Mm. ensemble, alors basé sur justement ce qu'on appelle la business intelligence, qui permet justement de pouvoir donner ces indicateurs, ces tableaux de bord, d'orienter la gestion des opportunités. D'ailleurs, des solutions de CRM que vous utilisez intégrées déjà depuis un certain temps, ces logiques d'IA. Mais ce qui m'intéresse de comprendre, avant de rentrer un peu plus encore dans le détail de ces cas d'usage, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi sur quelque part l'utilisation de l'IA dans les prémices il y a peut-être 10 ans de ça et aujourd'hui? Il y a une dizaine d'années, on était vraiment sur l'analytique, où on appelait ça le big data, enfin vraiment se dire comment on peut faire parler ces grands volumes de données, qu'est-ce qu'on peut voir comme tendance, comme groupe de comportement de données pour prendre les bonnes décisions. Nous, à un niveau interne, Schneider, là on est vraiment dans le chapitre des processus internes, c'est se dire comment on peut optimiser notre service. Ce qui a changé, c'est que c'est beaucoup plus diffus, les technologies sont démocratisées. Je donne un autre exemple qui touche mes équipes, mes propres équipes. J'ai des développeurs logiciels qui utilisent aujourd'hui des copilotes basés sur l'IA générative pour générer du code. Donc, quand on pense à un développeur informatique, on a tous en tête personne voilà, qui tape du code, qui utilise le métier aussi. C'est pas simplement du code générique, mais qui va coder un logiciel en connaissant voilà, quel est l'objectif de ce logiciel. Aujourd'hui, on arrive à faire générer ces lignes de code en entraînant le modèle sur notre contexte. Alors, on va revenir sur Oui. cette logique de code, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet, un réel enjeu. Mais je veux juste revenir sur la logique de cette base installée et de la relation client. Alors, concrètement, quand tu évoques le fait de pouvoir orienter l'effort des commerciaux sur les bonnes opportunités, quand tu parles d'échanger avec les clients, concrètement, est-ce que ça se fait quoi? À travers des solutions logicielles que vous avez mis à disposition des commerciaux? Est-ce que vous utilisez des solutions comme ChatGPT pour générer du contenu? Ouais. Est-ce que voilà, comment vous Alors, procédez exactement? l'objectif, vraiment le maître mot, c'est de ne pas ajouter des outils aux outils. Et c'est d'aller s'insérer le plus possible dans les process existants, dans le métier. Donc un vendeur ne doit pas passer son temps sur 5 outils. Il a un outil qui est ce qu'on appelle le CRM, un Customer Relationship Management, où il a les infos de ses clients, les interactions qu'il a eues, les devis en cours, les opportunités, etc. Donc ce cockpit qu'il va avoir, c'est à l'intérieur de ce cockpit qu'on va intégrer ces solutions d'IA pour lui dire tu as sur cette opportunité 80% de chances de gagner si tu amènes telle et telle information ou voilà en fait des points d'attention. Et ce guide en fait au vendeur, encore une fois là on peut le voir comme oui, mais alors c'est vraiment des processus internes, mais c'est aussi au service du client. Parce qu'une discussion commerciale pertinente, bien orientée, c'est du temps gagné des deux côtés, de la satisfaction, un conseil. Les vendeurs, ils se tournent finalement vers cette dimension conseil et ils sont plus à ouvrir un catalogue et à dire voilà quel est le produit dont vous avez besoin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que en fait, sur la base de toutes les données des opportunités, puisqu'on parle là, on parle en milliers, voire en millions d'opportunités par rapport à toutes ces bases installées, vous êtes capable d'analyser les données, de les sélectionner par rapport à un certain nombre de critères, d'offrir les opportunités automatiquement, directement au commerçant. Non, mais si j'étais toi, j'irais voir ce client-là parce Hmm. que pour X et Y raisons,
il y a 80% de chances d'opportunité de signer. Et en plus, vous lui donnez les arguments qu'il pourrait utiliser pour, quelque part, aller convaincre son client. Exactement, en lui mettant aussi les points d'attention. C'est-à-dire que c'est là où c'est l'enjeu, il est intéressant, c'est de dire oui, mais attention, il y a eu une insatisfaction liée à tel problème, on a eu des retards de livraison. Donc tout ce qui peut influencer la décision de manière positive ou négative est quand même bien documenté. Et ce qui est très important, comme dans tout élément de machine learning ou d'IA, d'apprentissage, c'est le retour, la boucle retour. C'est de dire le client a eu l'interaction, est-ce que ça s'est bien passé ou complètement à côté de la plaque. Et dans ce cas-là, juste un pouce en haut, pouce en bas, on arrive du coup à donner une information de retour à la machine qui va corriger la recommandation et plus la proposer. Donc il y a vraiment tout le temps cette boucle retour qui est importante dans toute optimisation. Recommandation, retour sur la recommandation et amélioration du modèle pour la prochaine. Apprentissage du modèle et donc amélioration de la recommandation. Exactement. Et est-ce que vous utilisez, pour conclure là-dessus, justement, alors souvent quand on parle d'IA générative, on parle de création de contenu. Dans la création de contenu, on va parler justement de toute la partie de documentation, on va parler de mail, on va parler éventuellement de contenu plus média, comme de la vidéo, de l'audio. Est-ce que justement vous utilisez l'IA sur ces différents sujets ? Alors oui, on l'utilise donc pour de la production de rapports. On est très attentif à, je dirais, à la confiance et la qualité de la production, parce qu'aujourd'hui, donc on est quand même au début de ces technologies et on ne peut pas se permettre de donner de mauvaises recommandations pour des tas de raisons évidentes. On a une responsabilité sur des domaines chez les clients qui sont assez critiques. Clairement. Donc dans la production d'écrits, c'est de aussi tout le temps donner la source, avoir vraiment un travail de fond sur l'accès à la donnée, la sécurité, enfin tout un tas d'aspects, pour ne pas introduire de biais, introduire de fausses recommandations. Donc il y a de la production, oui, de contenu qui peuvent être, donc je parlais de rapports, d'articles, de recommandations qui viennent de fiches techniques, peut-être un peu plus difficiles à comprendre. Ça peut être aussi en interne, alors on n'est plus tellement dans le domaine de la base installée, mais très simplement, j'ai eu régulièrement à publier des offres internes, des descriptions de postes. De poser avec un prompt et de dire je cherche à recruter un architecte logiciel pour telle et telle mission. Est-ce que tu peux me produire une fiche de poste? Et la machine, enfin l'intelligence, utilise des fiches de poste similaires pour produire ce contenu. Donc là, c'est une efficacité. Je passe pas mon temps à produire des fiches de poste, mais ça me prend littéralement 2 minutes pour le faire et je peux me concentrer sur mon métier de CTO. Et donc clairement, comme tu l'as dit juste dans l'exemple d'avant, alors deux choses. La première, c'est que en effet, la notion de la fiabilité de la réponse basée sur l'IA est basée sur des données de base en entrée qui doivent être fiables. Oui. Premier point. S'assurer quand même que la production justement des requêtes qu'on a pu faire et des demandes, des instructions qu'on a pu demander aux solutions d'IA soient aussi bien cohérentes. Donc il y a quand même un contrôle humain à mener. Et le deuxième point que tu valides, c'est que tu l'as dit là, typiquement dans ton utilisation au quotidien toi-même, notamment sur des sujets RH, sur un sujet dans lequel tu n'as pas forcément d'expertise, de connaissances, il suffit de simplement de pouvoir s'appuyer directement sur ce type de solution et tu as gagné un temps certain dans la production d'annonces, description de poste, en l'occurrence ici. Ok, donc première thématique autour du service client, on a parlé de la base installée. Sujet extrêmement important également, c'est que Schneider, présent partout dans le monde, distribution de millions de produits à travers des centres logistiques et autres, d'usines à centres logistiques et distribution auprès de vos clients, du coup transactions financières. Donc l'IA au sein de la finance et la supply chain, j'imagine, est un sujet assez important. Vraiment important. On l'a vu pendant le Covid. La crise aussi des composants électroniques, ça, pas un secret, en fait, ça a vraiment mis sous tension la supply chain mondiale, pas que chez Schneider Electric. Donc l'approvisionnement en matières premières, la circulation de biens. Et on a vu des effets un peu yo-yo. Alors une chaîne de logistique, ça marche quand c'est plutôt régulier. On a des prédictions, on a des fournitures.
Mais les grands effets de variation de demande et de fourniture, ça reste compliqué à gérer. Donc en fait, l'IA nous permet aujourd'hui d'améliorer. Alors qui dit IA dit prédiction, et la prédiction, elle est quand même très importante dans le métier de la logistique. Donc de dire finalement avec les données de commande, de vente, les stocks, avec les problématiques de transport, quelle est l'optimisation de la chaîne de distribution qu'on peut faire. Il y a une autre problématique aussi, c'est le contrôle des erreurs entre finance, supply chain, etc. On a en tête les processus de commande. Hein. On a un devis, on passe une commande, il y a une facturation, il y a une expédition. Pas besoin de comprendre vraiment le business. Enfin, vous commandez des choses sur des sites en ligne, vous voyez bien tout cet enchaînement, et vous voyez surtout quand il y a une erreur dans la chaîne, comment ça peut se passer. Voilà, il y a une non-correspondance entre la commande et la livraison, des retours, etc. Donc l'IA nous permet vraiment d'aller identifier sur des centaines, milliers de transactions, milliards, enfin voilà, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais énormément de transactions, quelles sont les anomalies qu'on peut avoir. Et vraiment continuer à donner confiance à nos clients sur tout ce qui est livraison, mais aussi à toute la communauté sur notre reporting financier, donc qui soit de qualité et qui soit vraiment libre de toute erreur, enfin exemple de toute erreur. Ok, et donc du coup pour terminer ce podcast, puisque là on a effectivement parlé des processus, on va dire plus, on va dire des fonctions à la fois support et puis de relation client, là on va revenir un petit peu sur ton cœur de sujet qui est la technique. Tu as commencé à aborder le sujet du développement informatique et en l'occurrence de l'utilisation de l'IA dans justement la contribution du code. Tu disais que tes développeurs utilisent ça. Alors justement, si on revient un petit peu sur le sujet, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, sur quelle thématique, parce que c'est un sujet non négligeable d'ailleurs, hein, parce que n'importe quel utilisateur aujourd'hui lambda pourrait produire du code sans forcément savoir développer. Oui, alors moi je l'ai essayé personnellement. Je ne suis pas développeur de métier. J'ai une bonne expérience de Schneider Electric et des technologies, mais assez impressionnant de voir comment on peut finalement dialoguer avec un langage naturel en disant voilà, je cherche à exécuter telle fonction, à savoir quel est l'état du système et en fonction me renvoyer tel message. Enfin voilà, je n'ai pas de scénario plus précis en tête, mais de poser vraiment des phrases dans un langage comme celui qu'on utilise, naturel, voilà, et ensuite d'avoir l'équivalent en un langage de programmation. C'est ce qui est hyper intéressant, ça dépend toujours de ce qu'on va fournir au modèle, donc de l'entraîner avec du code Schneider, du code qui est produit chez nous, pour bénéficier du contexte, de la logique aussi. Hein, quand on est dans un métier électrique, il y a certaines pratiques, certaines règles qui sont héritées d'années et d'années d'expérience sur le sujet. Donc c'est tout l'intérêt des travaux qu'on mène en ce moment, c'est d'offrir à ces développeurs une aide. Il faut vraiment le voir comme... j'ai eu beaucoup d'échanges avec la communauté de développeurs sur le sujet, sur l'impact, sur oui, mais alors en fait, ça prend pas vraiment la place d'un développeur. C'est pas le sujet. C'est imagine que tu as un stagiaire dans l'équipe qui arrive et finalement à qui tu confies des tâches assez basiques de code, donc développer du code plutôt standard ou effectuer du test. Alors cette personne va venir amener une aide pour que l'équipe soit plus efficace. Elle va apprendre. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut exactement le voir comme ça en se disant, et si j'avais une aide au développement, à me débarrasser de certaines tâches peut-être un peu répétitives, à éliminer le risque d'erreur, peut-être parce que justement on l'a confié à cette machine qui a été formée, et puis enfin amener du test. Donc les avantages, qu'est-ce que c'est ? C'est sur la vélocité, ce qu'on appelle des équipes, donc sortir plus de fonctionnalités dans un temps donné, donc être plus rapide. Et ça permet, donc vraiment c'est une question d'innovation et de rapidité d'innovation, plus que d'efficacité, je dirais, interne, d'économie, etc. On est plus dans comment on peut vraiment passer notre intelligence, notre temps
sur l'innovation et déléguer des tâches, je dirais, répétitives de bas niveau à cette intelligence. Alors c'est marrant parce que juste pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est que tu as parlé de stagiaires, moi dans un podcast qu'on avait fait justement où on parlait de comment utiliser l'IA, moi je parlais plutôt d'assistants. Plus que de stagiaires, parce que quelque part, malgré tout, les solutions aujourd'hui qui sont proposées sur le marché ont quand même un certain niveau de réponse qui est quand même assez de qualité. Oui. C'est pour ça que je parlais beaucoup plus d'assistants que simplement Ouais, et puis je ne veux pas inquiéter nos éventuels stagiaires qui rejoindraient Schneider Electric. Exact. On aime nos stagiaires, on en a besoin. Exactement, qui vont être d'ailleurs les futurs ingénieurs demain de Schneider Electric, mais plutôt moi je le vois comme un assistant, voilà, un assistant virtuel qui vient aider. Et le deuxième sujet qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, à force et au fur et à mesure de tous ces podcasts là qu'on est en train de faire, on revient toujours à la même conclusion, et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, cette notion du danger, de l'IA qu'on peut percevoir, cette peur qu'on peut avoir et qui est tout à fait légitime. Ces questions qu'on peut avoir sur la consommation énergétique, les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'on ne peut pas les négliger, d'ailleurs ça mériterait vraiment un podcast dédié sur ce sujet-là. Eh bien, finalement, on reboucle toujours sur la même chose et on arrive toujours à la même conclusion. C'est que l'IA reste un outil technologique qui est fabuleux, mais qui suppose d'abord d'avoir en entrée quand même une base assez solide, qu'on soit capable de lui donner la bonne instruction, et que finalement, en sortie, on va lui allouer ou lui confier des tâches qui restent quelque part des tâches répétitives, des tâches plutôt basiques, en tout cas aujourd'hui, des tâches dans lesquelles l'humain a besoin quand même de valider ce qui a été produit, et qu'au final, ce temps qu'on va dégager grâce à cette technologie permet de se concentrer beaucoup plus sur la valeur, et que ça ne met pas forcément, et je pense que là aussi les entreprises ont des questions à se poser. Il y en a certains qui effectivement trouvent l'opportunité de dire on va sabrer effectivement des équipes. Moi je trouve qu'au contraire c'est plutôt une réorientation des efforts dans lequel il faut plutôt concentrer là où il y a de la valeur, et passer beaucoup plus de temps sur l'humain, laisser à la machine faire un certain nombre de tâches. Donc là, on pourrait même aller jusqu'à une question philosophique, de dire quel temps on peut allouer à ce temps machine, et plutôt passer du temps sur de l'interaction humaine, justement reconnecter les gens et éviter d'avoir plutôt de l'automatisme et de l'industrialisation un peu bête et méchante, j'ai envie de dire parfois, et travailler sur des sujets qui peuvent questionner, sur lesquels on a besoin d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, moi en tout cas l'expérience que j'ai en tant qu'utilisateur sur pas mal de domaines, c'est plutôt que c'est un robot qui me parle et c'est pas un humain, et ce que j'aimerais c'est plutôt qu'un humain me parle et que la machine a fait le travail de robotisation qui effectivement n'a pas forcément de valeur. Oui, je pense que s'il y avait eu des podcasts dans les générations d'avant, on aurait pu avoir le débat sur l'ordinateur qui élimine des tâches humaines, manuelles sur du papier. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Je pense qu'il faut effectivement se réapproprier ces questions, cette technologie, se dire quelle place je veux lui donner, où est-ce que je place la valeur, où est-ce que je place le développement de mes équipes. Sur cette question du code, j'ai beaucoup d'échanges et de débats avec la communauté de développeurs pour justement la positionner au bon niveau. On a des sessions de feedback, de retour utilisateur très fréquentes, pour nous dire oui, alors là ça sert à ça peut permettre, oui, là on y voit un intérêt. Par contre, pour un développeur expérimenté, pour tel type de code, non. Il vaut mieux y aller en manuel parce que je vais passer plus de temps à contrôler le résultat de l'IA qu'à le faire moi-même. Donc c'est vraiment cette question du bon dosage. Il y a aussi la question, je pense que j'ai vu dans un des épisodes précédents des podcasts, pas avec moi, mais que tu avais pu diffuser sur le prompt en lui-même, sur la qualité du prompt. C'est aussi un vrai changement d'état d'esprit de dire comment je passe d'une interrogation d'une base de données où on s'est tous habitués à interroger des moteurs de recherche ou des bases de données avec des filtres, à un prompt où je donne du contexte, où je dis je le veux dans tel style, dans tel langage, avec tel type de résultat pour tel usage. Ça, je pense que c'est le vrai enjeu. C'est à la fois mieux penser, mieux former les modèles,
mais habituer les utilisateurs à penser IA dans les prompts, dans les cas d'usage. C'est contre nature. Ouais. C'est très difficile. Et effectivement, tu parlais d'adoption dans les précédents podcasts. Effectivement, c'est un sujet, c'est une mécanique, une autre façon de penser, une autre façon de formuler effectivement sa demande, qui est juste en fait le reflet de la machine, de la manière dont elle a été entraînée en fait, pour rendre intelligible et compréhensible ton instruction et avoir le meilleur résultat possible. Et je te remercie d'ailleurs de cette conclusion quelque part, qui est effectivement autour du prompt. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on accompagne nous-mêmes nos clients à savoir comment produire un bon prompt et comment formuler correctement son instruction pour avoir un meilleur résultat. Écoute, Hichem, on arrive au terme de ces 3 podcasts. C'était un plaisir de pouvoir te recevoir. Plaisir partagé. Merci Anis. Eh ben, écoute, je sais pas si tu as un petit mot de conclusion à nous donner, peut-être pour conclure et finir cette série. Très heureux d'avoir pu échanger avec toi sur les différents cas d'usage et puis particulièrement important de rappeler cette IA responsable. Enfin, ça dépendra vraiment de ce qu'on voudra en faire et une question d'appropriation et de penser quel est le bon usage. Pas en avoir peur, mais le meilleur moyen, c'est de vraiment l'adopter et le comprendre. Donc, super initiative que sont ces podcasts pour justement vulgariser et un petit peu, je dirais, casser certains mythes sur l'IA. Je pense que ça va être la clé de la réussite. Merci. Eh ben, merci à toi, Hichem. Et je vous dis à tous et à toutes, rendez-vous au prochain épisode où on va continuer à parler de l'utilisation de l'IA au quotidien et également l'utilisation de l'IA au sein et au cœur de solutions de différentes entreprises que nous accueillerons dans de prochains podcasts. Merci et à très bientôt.